Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre conférence sur la valorisation de la profession de kinésithérapeute. Merci d'être venus nombreux. Aujourd'hui, nous allons discuter des enjeux de la valorisation du travail des kinésithérapeutes. Quelle est votre place dans l'organisation des soins? Votre rémunération est-elle adaptée? Nous allons parler de ces sujets avec nos intervenants. Camille Champavert, kinésithérapeute à Vénissieux et membre du comité médical Doctolib. Bonjour. Et Olivier Dupuis, kinésithérapeute à Vanves et pionnier Doctolib. Bonjour. Et je suis Charlotte, responsable du marketing pour les kinés chez Doctolib. Merci à vous deux d'être avec nous. On est ravis de pouvoir discuter ensemble de ce sujet très important pour les kinésithérapeutes. Nous aussi. Je vais entrer dans le vif du sujet. Être kiné aujourd'hui, c'est assurer à l'hôpital et en ville un rôle pivot dans le soin des patients. Et ils sont 92% à avoir une bonne opinion des kinés selon le baromètre Odoxa 2018. Vous avez une place particulière dans le quotidien des Français. Mais qu'en est-il de votre place dans le système de santé? La profession est-elle valorisée comme elle le mérite du côté des professionnels de santé? Dans un cadre réglementaire strict, avec une profession encore jeune, comment vous organisez pour une prise en charge optimale des patients et une rémunération adaptée? La première étape vers l'exercice de kiné, c'est la formation. Depuis 1946, l'apparition du diplôme d'État, les choses ont évolué. 1962 marque le début du remboursement par l'assurance maladie. 2004, la création de l'ordre. Depuis 2015, avant d'intégrer un IFMK, il faut maintenant faire une première année à l'université de médecine, de biologie ou de sport. Cette année, les nouveaux diplômés ont enfin un grade master. Et j'ai quelques questions pour vous. Olivier d'abord, en quoi la reconnaissance du grade master est importante pour les kinés? Alors, pour commencer, j'aimerais juste parler un petit peu de mon expérience personnelle. En fait, moi, je suis diplômé depuis 2003. Et il se trouve que quand j'ai commencé à travailler, j'avais encore avec moi on va dire des vieux kinés qui, eux, avaient seulement 2 ans de formation. C'était un peu particulier. Je pensais être bien formé avec moi arrivant avec mes 3 années de formation et ma prépa. Et puis, au fil des années, je me suis rendu compte que avec des formations complémentaires, ma pratique évoluait. Et surtout, j'ai vu dans mon cabinet des collaborateurs qui sont arrivés avec de plus en plus d'expérience, de plus en plus de connaissances. Le nombre d'années d'études a augmenté au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ceux qui arrivent dans mon cabinet, jeunes diplômés, sont beaucoup plus performants que moi, je ne l'étais à l'époque à la sortie de mon diplôme. Et je trouve que c'est une juste récompense, ce grade master. Voilà, ils font aujourd'hui 5 années d'études complètes avec une première année en PACES, donc une première année collective avec médecine, et plus leurs 4 années en école. Et je trouve que c'est une récompense qui est justifiée étant donné leur niveau de compétence. En ce qui concerne le grade master, pour plusieurs raisons, ça me paraît vraiment très important. La première, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, un nombre d'années d'études qui est vraiment validé et qui correspond à une formation universitaire, ce qui va leur permettre potentiellement après d'aller essayer de décrocher un doctorat. Le doctorat, c'est une filière universitaire qui est vraiment très valorisante et qui en plus va permettre à la profession de se développer grâce à la possibilité de faire de la recherche. On travaille aujourd'hui essentiellement sur des publications anglo-saxonnes. C'est vraiment dommage, il n'y a pas suffisamment de recherche en France. Et donc cette formation universitaire va être absolument passionnante de ce point de vue-là. Le grade master, pour moi, c'est aussi l'idée de pouvoir potentiellement partir travailler à l'étranger. C'est vrai que c'est une équivalence qui pourra se retrouver dans des pays étrangers. On aura un diplôme de valeur. Et enfin, je crois que sur ce grade master, ça pourra peut-être légitimer dans quelques temps une revalorisation de nos salaires, ce qui, je pense, est un combat intéressant aujourd'hui. On va y venir un petit peu plus loin, justement. Camille, la certification périodique obligatoire l'est aussi pour les kinés depuis cette année. En quoi la formation continue joue un rôle dans la reconnaissance de la profession? Alors, tout à fait. La formation continue, déjà, il peut y en avoir de différentes sortes. Il faut savoir qu'il y a la formation continue donc, au travers des universités, dont a parlé mon collègue, et qui permettent effectivement donc, d'avoir de la recherche. Et automatiquement, s'il y a plus de recherche, il y a plus de valorisation de la profession, parce qu'on devient plus efficace, plus pertinent,
la qualité du soin elle est meilleure et on prouve notre efficacité. Il y a aussi donc la formation au travers d'instituts de formation qui sera faite aussi également tout au long de la carrière du kiné et qui peut être menée aussi avec la formation universitaire. Donc la formation qu'on va faire dans les instituts de formation, elle va permettre de se former aussi sur sa pratique de tous les jours, de pouvoir continuer à s'améliorer au fil du temps, à faire des meilleurs bilans. Qui dit meilleur bilan, être plus efficace. Qui dit plus efficace, dit forcément faire des économies en santé. Donc ça intéresse la sécurité sociale, mais également le patient, son portefeuille. Ça intéresse notre agenda, qui est toujours débordé. Donc si on est plus efficace, tout le monde est gagnant. Et ça, c'est par le biais de la formation continue qu'on va réussir à atteindre cet objectif. Voilà. Merci pour vos réponses là-dessus. Pour enchaîner sur un autre sujet qui est aussi très important pour la reconnaissance de la profession, après la formation, en fait, qu'est-ce qui se passe une fois installé ? Aujourd'hui, le kiné appartient au parcours de soins avec le médecin traitant qui est à la source du traitement. Depuis 2019, avec le pacte de refondation des urgences, il y a eu des protocoles d'accord qui ont été mis en place pour s'affranchir dans certains cas du parcours de soins. Et depuis 2020, les kinés qui exercent en structure pluriprofessionnelle peuvent traiter en direct l'entorse de la cheville et la lombalgie. Camille, en quoi le parcours de soins peut être limitant pour le kiné, pour le patient et même le médecin aujourd'hui ? Alors, le parcours de soins est effectivement limitant. J'ai l'exemple concret dont je peux vous parler. C'est lundi, un patient qui arrive donc au cabinet. Voilà, j'ai vraiment très mal au dos, je suis coincée, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi ? Je n'ai pas réussi à joindre mon médecin pour avoir une ordonnance. Donc là, effectivement, le parcours de soins, il est limitant pour nous parce qu'on sait qu'on va pouvoir, en faisant un bilan, en posant tout un tas de questions, en regardant toutes ces analyses, toutes ces radios qu'il a pu avoir, etc., lui proposer un traitement, lui donner des conseils, faire de la prévention aussi, puisque avec le Covid, beaucoup de gens ont abandonné le sport, ont abandonné tout un tas d'activités, ce qui a déclenché donc tout un tas de pathologies, de lombalgie. Et donc finalement, on arrive à un point où on pourrait proposer quelque chose aux patients, mais on est bloqué par le parcours de soins. Et donc automatiquement, c'est vraiment dommage. Et c'est dommage effectivement que seuls les kinés dans les MSP puissent proposer par exemple un traitement en accès direct. C'est dommage parce que quelque part, les kinés qui ne sont pas dans les MSP ont parfois ce type de problématique et on gagnerait et on va dire en économie de la santé, hein, parce qu'on pourrait traiter plus rapidement, donc la douleur resterait moins, elle se chroniciserait moins et automatiquement il y aurait moins de dépenses dans les médicaments, moins de dépenses en radiographie, moins de dépenses en arrêt maladie. Donc voilà, c'est sûr que c'est vraiment dommage aujourd'hui parfois d'être bloqué par le parcours de soins. Voilà ce que j'en dis. Et Olivier, qu'est-ce que vous pensez de l'accès direct ? Et est-ce que vous pensez que les kinés aujourd'hui sont prêts pour un accès direct ? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. C'est vrai qu'aujourd'hui l'accès direct, ça me paraît être quelque chose qui va dans le sens de l'histoire des kinésithérapeutes. On va vers ce cursus universitaire, on a ses connaissances, donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas la suite logique. Pour l'accès direct, donc il existe déjà aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est uniquement possible en MSP. En fait, les contraintes sont absolument énormes. Il faut être en maison de santé pluridisciplinaire, il faut que le médecin soit joignable au téléphone quand vous voyez votre patient, il faut partager le même logiciel que votre médecin. Il n'y a pas beaucoup de logiciels communs pour l'instant. On attend peut-être celui de Doctolib bientôt. Et donc, c'est des contraintes qui sont assez importantes. Alors que, comme l'a dit ma collègue très justement, il y a une possibilité de prise en charge directe. Peut-être que la question peut se poser de savoir, oui, mais est-ce qu'il y aura des consultations qui seront inutiles où le patient sera présenté alors qu'il ne nécessitait pas de consultation en kinésithérapie ?
Oui, mais ça existe déjà en médecine générale. Quand un patient va voir son médecin généraliste, on ne demande pas si la consultation est justifiée ou non. Et je pense qu'avec une formation spécifique, les kinés sont non pas... la problématique n'est pas de savoir si on sort du parcours de soins. Au contraire, on est à l'initiative de ce parcours de soins. C'est ça l'idée, c'est qu'on puisse faire partie prenante de ce parcours de soins et qu'on en soit à l'initiative. Merci. On voit donc qu'il y a une voie qui est en train de s'ouvrir pour une vraie reconnaissance des kinés dans le système des soins. Mais la reconnaissance, elle passe aussi par la rémunération. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, le bénéfice annuel net des kinés libéraux s'élève en moyenne à 41 000 €. C'est 2 fois moins que les médecins et c'est moins que les infirmiers libéraux. Et à quoi c'est dû? Camille, est-ce que vous pourriez nous parler aujourd'hui des cotations? Tout à fait. Alors, les cotations, c'est un vaste sujet, puisque la nomenclature est très vaste. Elle est très difficile aussi d'accès, parce qu'elle est pleine de contradictions aussi. Et aussi, on note tout simplement que les soins kinésithérapiques, type lombalgie commune, donc 16,13 € en cabinet, sont des soins qui sont bien moins rémunérés que dans d'autres pays d'Europe. Voilà, je pense tout simplement, comme je disais tout à l'heure, à ma sœur qui est en Norvège et qui a dû consulter un physiothérapeute, puisque ça s'appelle comme ça, physiothérapeute, ça s'appelle comme ça du coup en Norvège. Et la consultation est effectivement pas du tout du même tarif, elle était plutôt de 50-60 €. Voilà, et donc c'est sûr que la reconnaissance avec l'accès direct nous apporterait une certaine reconnaissance, mais aussi il faudrait que ça suive au niveau des tarifs, parce qu'il y aura une certaine forme de prise de risque à poser le diagnostic en premier, à faire le diagnostic en premier, parce que forcément, si on rate quelque chose, il y aura aussi des conséquences. Donc les cotations aujourd'hui, c'est des cotations qui sont vieillissantes, qui sont plus adaptées. Il y a une refonte qui est en cours, je crois, avec l'assurance maladie et nos syndicats. Il faut savoir que les cotations pour les déplacements à domicile, c'est ridicule, parce que malheureusement, 2,50 € pour se déplacer, ça ne couvre pas l'essence et l'usure d'une voiture. Voilà, donc c'est sûr qu'en campagne, et parfois même en proche périphérie, les patients ne trouvent absolument personne qui se déplace, tout simplement parce que le tarif du déplacement n'est pas adapté et les kinés sont déjà débordés au cabinet et préfèrent soigner bien leurs patients au cabinet. Malheureusement, il y a toute cette tranche de population qui nécessite aussi du soin et qui nécessiterait donc toute une revalorisation. Le plan grand âge pour le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose de prévu pour la kiné, mais ça serait merveilleux en tout cas. Voilà. Et face à ce constat, il y a quand même une question qui se pose, celle du dépassement d'honoraires. Olivier, quelle est la situation telle que vous la vivez aujourd'hui dans votre cabinet? Alors, avant de venir, j'ai vu que tu proposais ce chiffre de 41 000 € de revenus nets moyens pour les kinés en France. Et j'ai fait un petit calcul amusant et il en sort que si on veut gagner 41 000 €, il faut travailler 50 heures par semaine à raison de 18 € la séance. Alors 50 heures par semaine, c'est en plus du travail effectif. C'est-à-dire qu'on enlève tout le côté paperasserie, etc. Donc, si les kinés arrivent à tirer un salaire comme ça, c'est qu'ils ont trouvé différentes stratégies. Ils sont sortis de cette stratégie de sécurité sociale avec des cotations faibles. On a 2 manières de le faire, soit en voyant beaucoup plus de patients, parce que normalement on est censé prendre un patient par demi-heure d'après les recommandations de la sécurité sociale. Donc la première solution, c'est de prendre beaucoup plus d'un patient par demi-heure, ce qui est au détriment de la qualité de soins forcément du patient. Et la deuxième possibilité, c'est de faire des dépassements d'honoraires. Alors je parle de ma situation personnelle, je travaille en région parisienne, où le dépassement d'honoraires est encore théoriquement interdit par la sécurité sociale, ou en tout cas il doit être justifié systématiquement, alors que nous on pratique un dépassement d'honoraires qui est quasi systématique. Évidemment, on n'a jamais exclu aucun patient du soin, c'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas les moyens de se faire soigner, on va de toute façon le prendre dans notre cabinet. Enfin en tout cas,
des collègues que j'ai eu l'occasion de rencontrer, tous ceux que je fréquente, tout le monde s'accorde à dire qu'on doit prendre en charge, ça fait partie de notre engagement professionnel, les gens, même s'ils n'ont pas les moyens de payer. Mais pour assurer la qualité de soins, un cabinet, vous imaginez qu'aujourd'hui, pour travailler, il faut avoir une structure suffisamment grande pour avoir un plateau technique, pour pouvoir faire travailler les patients, pour avoir des salles individuelles pour conserver leur intimité. Donc avec une grande surface en région parisienne à 18 € la consultation, ça ne passe pas. Si on veut pouvoir avoir une hygiène des locaux, etc. Donc voilà, il a fallu s'adapter. Nous, on a trouvé ce moyen qui est le dépassement d'honoraires et qui permet à notre cabinet de fonctionner économiquement. Mais il est malheureusement tout juste toléré. La sécurité sociale se mêle régulièrement de nous envoyer des courriers en nous demandant de diminuer ces dépassements. Mais ces dépassements sont aujourd'hui indispensables à la qualité de soins et à la prise en charge de nos patients. Il existe aussi d'autres techniques. Camille, dans quelle mesure peut-on pratiquer des actes non conventionnés ? Alors, nous avons les actes conventionnés, donc tout ce qui est dans la convention. Nous avons tout ce qui est hors nomenclature, donc non conventionné. Donc tout ce qui est hors nomenclature, bon, ça va être des soins de LPG, ça va être également des soins donc en dermologie, tout ça. Mais également, on va pouvoir proposer des cours de pilates, des cours de yoga, des soins de bien-être, on va dire. Tout ce qui est bien-être va pouvoir être proposé en hors nomenclature. Et de ce côté-là, à nous de faire fonctionner notre imagination et de trouver des choses qui puissent convenir aux patients et nous permettre un petit peu d'innover et de trouver d'autres sources de revenus, bien évidemment. Et est-ce qu'il existe du coup des formations spécifiques pour pouvoir évoluer vers ces voies-là ? Alors, bien sûr, je vois même une collègue qui a fait un DU en hypnose et qui fait des séances d'hypnose. Il y a effectivement des formations en drainage lymphatique, il y a effectivement tout un tas des formations en pilates avec, vous apprenez toute la formation de pilates et qui permettent du coup ensuite de donner des cours. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, on peut se former, on peut trouver des instituts de formation, il y a des choses, et je vous dirais même aussi, formez-vous, diversifiez-vous, vous y gagnerez, ça c'est certain. Mais donc il se trouve que ce sont des stratégies. Exactement. Donc il y a plus on n'exerce plus notre métier de kinésithérapeute pour gagner notre vie. On est obligé d'essayer de trouver d'autres façons de travailler. Exactement. À titre personnel, j'ai monté avec 2 amis un institut de formation. Voilà. Toi, je crois Moi, que de mon côté, je fais de la posturologie du cycliste. Enfin, voilà, effectivement. On a tous un petit peu des stratégies d'évitement afin d'augmenter notre qualité de vie, de ne pas faire des heures et des heures et des heures au cabinet, tête dans le guidon, et en tout cas essayer de se diversifier pour ni s'ennuyer, ni être coincé au cabinet. Voilà. Et avec ces différentes stratégies, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de rentabilité du cabinet ? Alors, rentabilité du cabinet, c'est une très bonne question et c'est une recommandation que je ferai à tous les kinés voulant ouvrir un cabinet. C'est pas mauvais de parler argent, c'est pas mauvais de parler argent dans la santé. Parce que quand vous vous endettez sur 400 000 €, 500 000 €, que vous faites construire un cabinet avec une balnéothérapie, etc., si derrière, vous n'avez pas la capacité à payer les factures, parce que vous avez oublié des détails, mais qui peuvent avoir leur importance, eh ben, vous allez vous retrouver la corde au cou, et ça, c'est le burn-out assuré. Donc effectivement, calculer sa rentabilité. Je veux faire construire une balnéo, mais il y en a une à côté. Bon, ben, je vais peut-être y réfléchir, et puis surtout, je vais me renseigner avant. Je vais me renseigner, parce que parce que faire construire une balnéo, c'est bien, mais il faut la chauffer, il faut faire toutes les analyses d'eau, il faut adapter les locaux, il faut avoir des cabines de douche. Parfois, il y a tout un tas lié à l'humidité, tout un tas de travaux à faire. Donc c'est sûr qu'il faut absolument réfléchir à sa rentabilité avant d'aller dans une entreprise de dépenses, on va dire.
C'est vrai que l'argent est un sujet un peu tabou dans la santé en France. Même les patients ont pris l'habitude d'être pris en charge gratuitement et certains patients encore aujourd'hui nous tendent leur carte vitale et sont étonnés de devoir payer quelque chose après leurs soins. D'autant plus aujourd'hui dans les grandes structures où ils ont l'impression que parce que la structure est grande, elle est assimilée à un système hospitalier par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas et on doit, nous aujourd'hui, même si on n'a absolument aucune formation économique, on est obligé de se plonger dans ce sujet parce que ce n'est même pas une question de rentabilité, c'est une question de survie des structures. Aujourd'hui, les grosses structures sont de plus en plus nombreuses parce que c'est déjà extraordinaire de pouvoir travailler à plusieurs et échanger, mais en plus, il y a une nécessité de mutualiser pour avoir cette fameuse rentabilité. Et qu'est-ce que vous conseilleriez du coup à un jeune kinésithérapeute qui se lance? Donc du coup de bien calculer, de bien d'anticiper et de discuter de rentabilité, et plutôt de se lancer dans une grosse structure, comment? D'aller voir d'abord tout un tas de cabinets. Oui. Comme ça, il va voir un petit peu tout ce qui ne fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qu'il aimerait, tout ce qu'il n'aimerait pas, etc. Et à partir de là, il se fait une fiche de synthèse de ses besoins, de quelles vont être les dépenses, forte de la moyenne de 41 000 euros. On peut savoir du coup environ ce qu'on va gagner. Est-ce que je rentre dans les clous? Oui. Ou si je n'y rentre pas, qu'est-ce que je suis prêt à céder? Bon, j'aimerais une machine un super vélo au cabinet, mais au final, je ne vais pas arriver à le rentabiliser tout de suite. Je mets ça à plus tard. J'investis un petit peu moins. Et puis si ça marche mieux, si j'ai un collègue qui veut venir travailler avec moi, je mutualise. Et j'achète mon plus gros vélo. Mais surtout pas de se mettre la corde au cou. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On a eu un bon exemple justement avec le Covid, où on a dû fermer nos cabinets pendant 2 mois, ce qui a été compliqué pour beaucoup de monde. Voilà. Mais bon, moi j'encourage volontiers les jeunes kinés à investir. Je crois que c'est quand même quelque chose de très valorisant de monter son cabinet, de monter sa structure, même à plusieurs. C'est très enrichissant. Moi, je l'ai fait maintenant depuis 12 ans. Et même si le travail a été considérable, parce que justement, on n'est pas énormément aidé dans ce développement de structure. On n'est même absolument pas du tout aidé. Il faut tout faire soi-même et comme il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de possibilité de prendre un secrétariat, de prendre quelqu'un pour faire la comptabilité. Au départ, pour économiser, on fait les choses nous-mêmes et c'est vrai que c'est un investissement non seulement financier mais également en temps qui est considérable. Mais voilà, c'est aujourd'hui quand même faisable et puis on peut y prendre beaucoup de plaisir. Je te rejoins. C'est tout à fait une bonne idée de monter son cabinet quand même. Mais effectivement, au début, vous ferez vous-même votre comptabilité et c'est un peu chiant. Et vous en parliez à l'instant. Quel conseil vous pourriez donner à des kinés pour essayer de trouver un peu plus de temps dans leur organisation? Alors ça, c'est très compliqué parce qu'on a un métier qui reste un métier manuel et je pense que la présence auprès du patient est quelque chose qui est absolument indispensable. Je crois que utiliser exclusivement des machines aujourd'hui dans une rééducation, ça me paraît un petit peu à contre-courant et un peu aberrant. Donc effectivement, oui, il y a une nécessité de mettre ses mains sur le patient et donc forcément, vous ne vous dégagez pas de temps quand vous faites ça. Alors les possibilités pour se dégager du temps, c'est toutes les solutions informatiques, ça a énormément évolué. Moi, quand j'ai commencé, on avait des agendas papier avec 5 ou 6 colonnes pour pouvoir mettre les rendez-vous pour tous les collaborateurs. Aujourd'hui, avec les solutions informatiques comme Doctolib, ça nous a dégagé pas mal de temps. Et c'est vrai que la prise de rendez-vous en ligne, pour moi en tout cas, a été le plus gros gain ces derniers temps en termes de temps et de contraintes. Moi, je te rejoins là-dessus. Effectivement, ça m'a bien soulagée de ne pas avoir à répondre systématiquement pendant mes séances au téléphone et de rappeler mes patients qui n'avaient pas la possibilité, eux, de prendre en ligne leur rendez-vous. Mais déjà, tous ceux qui ont réussi à s'autonomiser pour prendre leur rendez-vous, ça m'a gagné un temps fou, c'est sûr.
Et après, effectivement, ce qui m'a permis aussi de gagner du temps, je dirais, c'est par rapport à mon début en tant que kiné, où je responsabilisais peut-être pas assez le patient dans ses soins. Aujourd'hui, je les responsabilise vachement. Ils arrivent à l'heure. Il faut en fait, finalement, qu'ils fassent ce qu'ils ont, on va dire, leur rituel à eux. J'attends dans la salle d'attente. Ensuite, Camille arrive, on va faire nos exercices, on regarde ensemble, on reprend. Enfin, j'ai un petit peu plus autonomisé on va dire mes rendez-vous. Voilà. Et est-ce que vous voyez d'autres grosses évolutions entre le début de votre carrière et maintenant dans votre pratique? Oui, il y a beaucoup d'évolutions de la pratique. Si on veut refaire un petit peu l'historique, dans le début des années 2000, il y avait quand même pas mal d'utilisation de matériel. Aujourd'hui, les jeunes kinés utilisent ces expressions hands-on ou hands-off, en fait, selon s'ils touchent le patient ou s'ils ne le touchent pas. Voilà. Et donc à cette époque, on utilisait, c'était du hands-off justement, donc on ne touchait pas trop le patient et on lui collait des électrodes pour sa rééducation. Et puis il y a eu l'avènement, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, mais de la thérapie manuelle et de l'ostéopathie, qui nous a à la fois fait un petit peu de concurrence et en même temps ça nous a stimulé. On a réappris des techniques manuelles qui étaient importantes et qui étaient efficaces. Donc on s'est mis à retoucher les patients. Et aujourd'hui, il y a de nouveau une mode un petit peu différente où on responsabilise du coup un petit peu plus le patient. Il fait de nouveau lui-même des exercices. Ça l'autonomise, ça le responsabilise et voilà, c'est encore une nouvelle technique de soin. Mais c'est pour ça que je dirais attention, les modes évoluent, la façon de travailler évolue et du coup, c'est à nous de nous poser les bonnes questions de ce qui est bon pour notre patient. C'est notre prise en charge individuelle qui est finalement la valeur ajoutée et c'est pas forcément la mode qui t'assure. Je te rejoins, je pense à mon début de carrière en 2010, lointaine, où je faisais exclusivement des techniques manuelles, où je couvais mes patients. Et puis finalement, remise en question, et je me suis rendu compte en me formant, en regardant mes collègues, en apprenant des choses, etc., qu'il y avait des choses sur lesquelles je pouvais les autonomiser et on y gagnait. On y gagnait parce que je me sentais un petit peu moins importante, j'osais prendre des vacances. Qu'avant, on se disait comment je vais faire, je ne trouve pas de remplaçant, je ne peux pas partir en vacances. Maintenant, si je pars en vacances, tout va bien. Tout le monde est tranquille, ils savent ce qu'ils ont à faire. S'il y a un souci, ils m'attendent. Et puis, quand je reviens, on continue. Mais je dirais que... Et moi, j'ai évolué et eux ont évolué. Et puis, au final, on a quelque chose d'un petit peu plus responsable, un peu plus cohérent pour moi. On avait reçu alors quelques questions juste avant notre échange. Et j'ai une question pour vous, Camille. Comment se déroule aujourd'hui la collaboration entre kiné et médecin ? Alors, comment se déroule aujourd'hui la collaboration entre kiné et médecin ? En fait, alors ça va être très terrain dépendant, à mon goût. C'est-à-dire que si vous connaissez bien les praticiens du secteur, ça va être très facile de les joindre, ça va être très facile de collaborer avec eux, ça va être très facile d'échanger, de progresser sur un patient. Parfois, ça m'arrive de manger avec mes collègues médecins et du coup, des fois, on parle « Ah, au fait, tu m'as envoyé tel patient, tu vois, j'ai remarqué ci, etc. » Et c'est pas mal. Mais parfois, effectivement, et ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus dans les villes, on est un petit peu plus loin on se voit un peu moins. On se voit un peu moins et auquel cas c'est un peu plus difficile d'échanger et quelque part, c'est un peu la prise en charge qui perd, quoi. Je dirais que si on arrive à échanger avec le médecin, ça sera que mieux et pour nous, praticiens, et pour le patient et aussi pour le docteur. Parce que finalement, on va arriver à voir des choses et il va arriver à voir des choses. Et le patient va nous dire des choses qu'il n'aura pas dit au médecin et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant en fait, de rencontrer les collègues du secteur et d'arriver à avoir une oreille réceptive pour ensuite pouvoir échanger et forcément avancer ensemble.
Ouais, c'est absolument indispensable. Moi, je trouve que ça aussi, c'est un domaine qui a énormément évolué ces dernières années. Où, c'est sans doute dû un petit peu au rajeunissement de la population médicale, mais en tout cas, les médecins communiquent plus facilement. Ils savent un petit peu plus aujourd'hui ce qu'on pratique dans nos cabinets de kiné. C'est vrai qu'il y avait, au départ, ils pensaient qu'on faisait exclusivement du massage. Voilà, c'était un petit peu réducteur. Et je pense que, en fait, à chaque fois, cette relation, elle va s'améliorer parce que il y a de plus en plus d'échanges et que dans les échanges, ils se rendent compte que les kinés ont des connaissances et des compétences. Et donc, c'est à nous même d'aller à leur rencontre et d'aller leur prouver que ce qu'on fait a de la valeur et a de la valeur pour le patient. Pour changer un petit peu de thématique et revenir un petit peu sur les thématiques plus financières, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la famille ? La famille, ça te parle ? Non. C'est le forfait d'aide à l'informatisation. En gros, c'est le lecteur de carte vitale et le logiciel. Tu sais, si tu télétransmets bien, plus de 70%, que tu es dans une MSP ou une CPTS, etc., enfin, que tu, à chaque fois, as de plus en plus de conditions, eh ben, tu touches 490 € ou voire même un peu plus. Je ne sais plus tout à fait. J'ai plus les montants exactement en tête. Je crois qu'on n'est pas si mauvais. Oui, donc on connaît bien. Et moi, je fais les calculs là, vite fait, puisqu'on a reçu un message comme quoi nos TLA allaient être morts et qu'on n'allait plus pouvoir s'en servir, qu'il fallait en changer. Tu en as entendu parler ? Oui, j'ai suivi ça. Et donc, un lecteur de carte vitale, 500 balles, un logiciel, 500 € et une aide de 490. Apparemment, c'est 590. Ouais, même 590. Mais je me dis, je me fais un peu rouler là. Oui, sachant que je crois que l'aide à l'informatisation, il me semble, si je ne me trompe pas, pour les médecins, je crois qu'on est de l'ordre de 2 000 €. Donc, plus. Voilà, ou même peut-être plus. Ouais. Donc voilà, je pense que le matériel informatique, il est à peu près le même pour tout le monde. Peut-être que le développement du logiciel est un petit peu meilleur pour les médecins, mais voilà, c'est absolument pas justifié. Et cette aide à l'informatisation, j'avoue que moi, je fais même pas le lien avec l'informatisation de mon cabinet, tellement elle me coûte beaucoup plus que cette aide de la sécurité sociale. Donc on lance un appel aux syndicats qui fassent quelque chose là-dessus. Je pense qu'ils font certainement déjà quelque chose, mais en tout cas, pour que ça couvre mieux nos frais, ordinateur, TLA et abonnement logiciel. Comme les médecins, on veut. Et on n'est pas difficile. Et logiciel bilan. Et enfin voilà, nous on se retrouve aujourd'hui avec 3 solutions informatiques différentes au cabinet, entre le logiciel bilan, le logiciel patient et la prise de rendez-vous en ligne. Donc 3 solutions informatiques, ça veut dire 3 fois rentrer les données du patient. Enfin bref, c'est une grosse perte de temps et puis voilà, et financière également, puisqu'il faut 3 abonnements. Et j'ai une autre question sur le travail en structure coordonnée. Comment est-ce que ça se passe pour vous ? Alors, le travail en structure coordonnée, genre MSP, exactement, ouais. CPTS, écoutez, ça se passe bien en soi. Ça nous a permis de rencontrer des professionnels de santé qu'on n'aurait pas vus avant, on va dire. Et puis effectivement, par contre, on a un logiciel et ça, c'est pas terrible, quoi. Disons que ça marche pas pour nous, kinés. C'est-à-dire que les logiciels des CPTS, MSP, souvent, ils sont quand même très axés médecins. Et nous, ils nous permettent pas de facturer, ils nous permettent pas. Donc nous, on cumule un peu tous les logiciels. Donc ça, c'est pas terrible. Sinon, ça se passe très bien entre collègues. Ça nous permet aussi d'échanger sur les dernières évolutions. Par exemple, au niveau des ordonnances, on informe nos collègues, regardez, donc voilà, si nos collègues, surtout médecins, les ordonnances de rééducation à la marche, dernièrement, elles ont été un petit peu revalorisées. Voilà. Ça nous permet d'échanger, essentiellement, pour moi. Et toi ? Ouais. Pour moi, en fait, je ne fais pas partie d'une structure de ce type-là. Pourtant, dans mon cabinet, il y a 2 médecins généralistes, une ostéopathe, une podologue. Et en fait, les contraintes sont telles pour rentrer dans ce type de structure, pour faire partie de ce type de structure, qu'on préfère avoir une bonne entente entre nous et des échanges informels plutôt que de suivre
ce cursus imposé par la sécurité sociale pour rentrer dans les paramètres maison de santé. C'est vraiment dommage, on en a toutes les caractéristiques, mais en fait, même le médecin généraliste qui était plein de bonne volonté quand il est arrivé dans notre cabinet et nous a dit « je vais monter la structure », quand il s'est rendu compte de la montagne de paperasserie que ça représentait, et pourtant c'est un médecin qui travaille également à la fac, le médecin a abandonné l'idée et donc on est toujours en attente de rentrer dans une structure qui pourrait être un petit peu moins contraignante, alors qu'on a vraiment nous toutes les caractéristiques pour faire partie de ce type de maison de santé. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet échange très intéressant. Notre conférence touche à sa fin. On est ravis d'avoir partagé ce moment avec vous et avec nos intervenants. Et avant de vous quitter, vous allez recevoir du coup le lien du livre blanc que vous recevrez également par email dans quelques jours avec le replay de cette conférence si vous voulez la regarder de nouveau. Et pour les utilisateurs Doctolib, n'oubliez pas que vous pouvez suivre les évolutions Doctolib sur la communauté. À bientôt et merci encore à tous les deux. Merci.